Encore un sujet réjouissant, mais qui nous parle et qui est en lien direct avec ce dont on vient de parler. Mais qui va payer les dettes? Et quelles dettes, justement? De quelles dettes parle-t-on? C'est le sujet ô combien passionnant dont va nous parler Marie Viseau avec ses invités. Vous allez applaudir, mesdames et messieurs, Olivier Babot, Aurore Laluc, Pierre Moscovici, Jésabel Coupé-Soubeyran, Nicolas Namias et Eric Ciotti qui viennent vous rejoindre sur cette scène. Merci d'applaudir vos invités, s'il vous plaît. Olivier Babot, économiste, président de l'Institut Sapiens, Eric Ciotti, le président des Républicains. Isabelle Coupé-Soubeyran est économiste, maîtresse de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Vébien, notamment. Voilà, Olivier, je vous ai salué à la tête de l'Institut Sapiens, Aurélie Laluc, députée européenne, Pierre Moscovici, on vous connaît bien sûr comme premier président de la Cour des comptes, Nicolas Namias, président du directoire de BPCE. Chère Marie, je vais demander un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît, pour que, si ce n'est vous, en tout cas vos voisins, puissent assister agréablement aux échanges. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Merci Nicolas. Alors je ne sais pas si le sujet des dettes va provoquer autant de passion que la place de l'État sur la table ronde précédente, mais en tout cas le fait est que ce sujet de l'endettement revient dans le débat depuis quelques semaines, après des années de quoi qu'il en coûte, qui avaient pu laisser penser que l'argent était magique. On se rend compte qu'effectivement ce n'est pas le cas. Le retour de l'inflation a signé le glas de l'univers des taux négatifs et le coût de financement de la dette. On le constate tous les jours, c'est envolé, c'est un seuil certes symbolique, mais la dette française, certes, ça ne dit rien de notre situation par rapport à nos voisins européens, a passé le cap symbolique des 3 000 milliards d'euros. Les plus anciens d'entre nous se souviennent que l'on frémissait à l'idée de passer les 2 000 milliards il y a à peu près 10 ans. Aujourd'hui, nous nous posons tous la question, et c'est la question que nous nous posons autour de cette table ronde, qui va payer la dette de demain? Et que laisse-t-on comme contrainte aux générations futures, alors même que les besoins en investissement n'ont jamais été aussi importants pour investir dans notre école, dans notre santé, mais aussi pour tenir le rythme des transitions écologiques, industrielles et sociales qui sont à l'œuvre en ce moment. Alors pour discuter de tous ces sujets passionnants, Nicolas a très bien présenté nos invités, je ne perds pas de temps à le faire. Olivier Babot, Eric Ciotti, Jésabel Coupé-Soubeyran, Aurore Laluc, Pierre Moscovici, Nicolas Namias sont là avec nous et on les remercie. Olivier Babot, je vais me tourner vers vous en premier pour vous poser une question qui finalement peut sembler simple, mais qui est certainement pleine de subtilité. Quelle est la relation de la France avec sa dette ? Merci de votre invitation. Alors, je ne sais pas si ça va être très subtil, mais la France et sa dette, c'est jusqu'ici, tout va bien, comme dit le gars qui tombe de l'immeuble. Bon. Nous sommes sortis de ce monde étrange des taux négatifs. Alors, les taux réels sont toujours négatifs, mais des taux négatifs. Dans l'absolu, un monde étrange où le présent vaut plus que le futur, où le présent est plus sûr que le futur. Nous sommes rentrés donc dans le monde réel. Et dans le monde réel, eh bien, qui paye ses dettes s'enrichit, et qui augmente ses dettes finit par s'appauvrir. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Une explosion, et ça, le Français, l'homme de la rue, ne le sait pas, une explosion de ce que nous coûte la dette. La dette, cette année, elle va coûter l'équivalent de la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu, 40 milliards. Voilà, ça va absorber 40 milliards. On s'attend à ce que bientôt, le service de la dette soit le premier service de dépense de l'État. Cette année, l'augmentation de la dette, du service de la dette aura été de 12 milliards. Autrement dit, tous les efforts potentiels liés à la réforme si difficile des retraites sont absorbés par l'augmentation du coût de la dette. Alors, est-ce que c'est dramatique? Alors, dans l'absolu, peut-être pas, parce que la vraie question est quelle est la soutenabilité de cette dette? Cette dette est soutenable si nous avons de la croissance. Et c'est là qu'il y a une mauvaise nouvelle. Ben oui, parce qu'il y a ce que les économistes appellent un triangle d'incompatibilité entre trois choses, entre trois objectifs. Baisse des impôts ou au moins stagnation des impôts, pas augmentation, qui a été annoncée par le gouvernement. Les dépenses publiques qui restent les mêmes, voire qui augmentent puisqu'on a annoncé qu'on avait plein d'investissements à faire. Et puis 3, la dette et le déficit qui sont réduits. Je dois vous annoncer qu'il va falloir renoncer à un des trois objectifs. Lequel? La question est assez claire, les dépenses, on n'arrivera pas à en limiter les augmentations, donc ça, on ne peut pas jouer là-dessus. La dette, c'est là qu'on arrive, dans le dur, parce qu'on ne peut plus l'augmenter. Il faut dire
qu'en 2016, le différentiel entre notre niveau de dette et la moyenne de l'Union européenne, c'était seulement 16 points. Aujourd'hui, ce différentiel, il a explosé à 28 points. Nous sommes endettés plus rapidement, plus profondément, plus vite que les autres pays. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester probablement l'impôt, et c'est là le problème. On est sur un champ de course. Au fur et à mesure qu'on va charger la bête du contribuable et des entreprises, on va lui demander aussi de courir plus vite, puisqu'il va falloir avoir une croissance suffisamment forte pour absorber la dette et qu'elle ne devienne pas insoutenable. Je termine là-dessus. Aujourd'hui, la signature de la France est encore très forte, très bonne. Pourquoi nous prête-t-on si facilement? Il faut le dire aux Français, ça aussi. Parce qu'on a confiance dans la capacité de Bercy à aller chercher les impôts, à aller chercher l'argent où qu'il soit. Je ne suis pas sûr que ça devrait totalement rassurer le contribuable sur le fait que la dette continue à augmenter. Bon, c'est pas grave, mais quand même un peu. On peut résumer ça comme ça. Pierre Moscovici, vous êtes, en tant que premier président de la Cour des comptes, quand même un peu le gardien des deniers publics, même totalement le gardien des deniers publics. Et vous n'avez pas manqué, ces dernières années, de regretter que le pays n'ait pas profité de périodes fastes de croissance, dont parlait Olivier, pour se désendetter. Ce qui le place aujourd'hui, et c'est vous-même qui le dites, dans une situation franchement désagréable par rapport à ses voisins européens, avec une dette qui lui coûte de plus en plus cher. Vous dites que ça nous affaiblit. Oui, d'abord je suis très heureux d'être ici à nouveau à la REF, et j'ai noté que le titre de la manifestation, c'était « Demain ne meurt jamais ». Je ne sais pas si c'est le meilleur James Bond d'ailleurs. Enfin bon, mais je vais ajouter une formule « Demain ne meurt jamais » à condition quand même qu'on maîtrise notre dette. Moi je suis à la fois d'accord avec ce que dit Olivier Babot et un peu plus préoccupé que cela. Parce que tout de même ce que je note, c'est qu'en effet, nous avons une dette publique qui représente aujourd'hui à peu près 110% du PIB. Ça représente 3 000 milliards d'euros. Par rapport aux autres, nous avons en effet augmenté davantage que nos partenaires. Nous réduisons beaucoup plus lentement. Nos déficits sont très élevés, encore 4,7% du PIB en 2022, probablement 4,9% en 2023. On devrait réduire à 4,4% en 2024, avec un service de la dette, c'est-à-dire le remboursement annuel, qui était de 21 milliards d'euros en 2021, qui est aujourd'hui de 46 milliards, qui sera de 71 milliards en 2027, à condition qu'on n'ait pas une augmentation nouvelle de taux d'intérêt. Et rappelons que 100 points de base, c'est 30 milliards en plus. Et pour donner des ordres d'idées un peu différents de ce que disait Olivier Babot, aujourd'hui, c'est à peu près l'équivalent du budget de la défense, donc le deuxième budget de l'État. À 71 milliards, on sera tout près du premier budget de l'État, l'éducation nationale. Or, quand on a un tel niveau de dette, alors qu'on a des investissements massifs à financer pour demain, massifs. Reprenez le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. On peut discuter de la manière dont ils souhaitent financer la transition écologique, mais le diagnostic est posé. 34 milliards d'euros par an en termes de dépenses publiques. Comment voulez-vous financer l'innovation, la recherche, la transition énergétique, la transition écologique, quand vous êtes déjà endetté? L'endettement, tel qu'il continue, c'est l'impuissance publique. C'est pour ça que je plaide vraiment maintenant pour que nous ayons une stratégie de finances publiques qui soit claire, lisible. On va déposer une loi de programmation de finances publiques dans quelques semaines, que j'aurai examinée comme président du Haut Conseil des finances publiques, rendre un avis sur celle-ci. Je souhaite vraiment qu'on documente la façon dont on maîtrise la dépense publique. Je souhaite qu'on indique aussi vers où on va. Je souhaite que nos objectifs en termes de désendettement soient un peu plus ambitieux que la stabilité, ou alors en comptant uniquement sur la croissance, et qu'on réduise les déficits en dessous de 3%, plus vite et plus fort que ce qui est prévu. Parce que ça, c'est un petit message au gouvernement. Oui, bien sûr. On n'a pas de membre du gouvernement sur cette table ronde, mais c'est le message. Crédibilité. Une question de crédibilité par rapport aux autres. Vous voyez, on a eu tout un débat il y a quelques semaines sur les agences de notation. Moi, je pense qu'on ne faisait pas, sous le général de Gaulle, on ne fait pas la politique à la corbeille. Aujourd'hui, on ne fait pas la politique pour les agences de notation. Mais tout de même, ce qu'elles disent, c'est qu'elles accordent une importance fondamentale à une stratégie de finances publiques qui soit lisible, qui soit crédible et qui montre une volonté. Et de ce point de vue-là, encore une fois, je constate que nous sommes plus dans la divergence avec nos partenaires que dans la convergence. Et pour terminer, comme Olivier Babot, sur pourquoi est-ce qu'on prête à la France? Vous avez raison. C'est vrai que nous avons un État qui fonctionne, des impôts qui rentrent, heureusement. Parce que notez qu'avec une politique de baisse des impôts massive, quelques 50 milliards d'euros, on a quand même les rentrées fiscales les plus élevées de l'histoire et le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de notre histoire, 45,4%. Ce n'est pas la seule chose. Nous appartenons à l'euro. Et nous sommes
considéré comme un pays crédible dans l'euro, accroché à l'Allemagne. Si on a un pays, il y a 3 grands pays dans l'euro, l'Italie, l'Allemagne, la France, si on a un qui a 140% de dette publique, le deuxième qui a 110 et le troisième 60, à un moment donné, on se fait une élongation. C'est pas bon. Voilà pourquoi il faut vraiment converger. Voilà pourquoi nos finances publiques doivent être maîtrisées. Voilà pourquoi il faut aussi être capable de maîtriser la dépense publique, de le faire de façon intelligente, non seulement en maîtrisant la quantité de dépenses publiques, mais aussi la qualité de la dépense publique. Parce que mon dernier mot, c'est qu'il y a un paradoxe en France. On dépense beaucoup, je ne sais pas à le critiquer, enfin nous sommes les champions du monde en la matière, 8 points de plus que n'importe où dans la zone euro, bien, mais la condition pour que ça fonctionne, c'est que les citoyens sont satisfaits, et les entreprises aussi. Or, ce que je note, c'est que sur l'éducation ou sur le logement, on dépense énormément et que pourtant on recule dans les classements PISA, qu'on ne construit pas de logement social. Voilà, donc il faut vraiment avoir des politiques publiques de meilleure qualité. Oui, on va revenir peut-être sur cette question de maîtrise de la dépense. Isabelle Coupet-Soubeyran, pardon, je rebondis quand même sur ce que disait Pierre Moscovici. Est-ce que le sujet essentiel finalement, c'est pas que la situation nous prive des marges de manœuvre financières nécessaires pour investir ce qu'on citait dans l'éducation, l'hôpital, les transitions énergétiques, écologiques, sociales? Est-ce que c'est pas ça finalement le fond du problème? Oui, merci tout d'abord pour cette invitation. Je crois qu'on est en effet complètement prisonnier de ce triangle infernal des finances publiques qui vient d'être décrit. Donc on a d'un côté en fait des recettes qui sont des recettes fiscales qui sont limitées, et on l'a pas dit beaucoup, mais c'est limité par la concurrence fiscale que se livrent les États, c'est limité par une évasion fiscale endémique. On a d'un autre côté des dépenses publiques qui sont contraintes par la règle des 3%, et on a un financement de l'État, des administrations publiques, qui est contraint par la règle d'une dette publique inférieure à 60%. Les règles ont été un petit peu relâchées le temps de la pandémie, et puis là, elles reviennent au galop sans qu'on les ait vraiment transformées. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment est-ce qu'on relâche la pression en fait de ce triangle infernal? Est-ce que c'est en augmentant les recettes fiscales? Alors, oui, c'est bien, mais il faut s'entendre sur comment on augmente les recettes fiscales. Il paraît que ce matin, on vous a dit qu'on augmentait les recettes fiscales en diminuant les impôts. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, et évidemment, c'est pas facile à obtenir. D'accord? Donc, les marges de manœuvre en la matière sont difficiles, même s'il faut les exploiter autant que possible. Est-ce qu'on relâche le triangle? Est-ce qu'on relâche la pression du triangle en diminuant les dépenses? Mais ça, pardon, mais c'est une folie pure. D'accord? Vu toutes les masses de dépenses que l'on a besoin de réaliser pour transformer nos modèles de production, de consommation, c'est une folie pure. Est-ce qu'on relâche le triangle en acceptant de s'endetter plus? Alors là, je vais peut-être vous surprendre un peu parce que je ne suis pas complètement en désaccord avec mes prédécesseurs, mais pour des raisons différentes. Complètement différentes. Expliquez-nous en fait, moi, il me rapidement. semble, si vous voulez, que dire on peut augmenter la dette publique, c'est oublier 2 choses. La première chose, c'est que la dette, c'est un rapport de dépendance. On ne le dit pas suffisamment. C'est-à-dire que la dette soumet l'emprunteur à son créancier. Donc, autrement dit, eh bien, ça soumet l'État à des créanciers privés dont l'objectif est en fait l'accumulation. L'objectif est nécessairement un objectif de rentabilité. Donc, cette pression est tout à fait problématique. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est compliqué en fait d'augmenter la dette continuellement, c'est qu'en fait, plus la dette augmente et plus il faut croître pour la rembourser. Olivier Babot l'a dit tout à l'heure, il faut plus de croissance. Mais croître toujours plus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est nécessairement, si vous voulez, prélever toujours plus de ressources que ce que la planète peut renouveler. Pardon, mais il est important de parler un peu de ressources naturelles, de la nature, d'accord, de parler de l'encastrement de l'économie dans la nature. Or, notre discours économique, la plupart du temps, est totalement désencastré de la nature. Alors, on me répondra, mais croissance verte, croissance verte. Bon, la croissance verte, à mon sens, c'est un oxymore. D'accord? Et c'est un oxymore qui ne peut mener en fait qu'à une soutenabilité très faible
parce que ça reste en fait soumis à un objectif de rentabilité. Alors, comment on sort véritablement de ce triangle infernal? Eh bien, on en sort, à mon sens, en le transformant en un losange vertueux, si je peux essayer de manier un peu les images. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire y associer un pôle. Y associer un pôle de financement monétaire, c'est-à-dire d'innover, si vous voulez, en matière de finances publiques, avoir un pôle de financement monétaire alternatif. Et on peut bien sûr discuter d'un certain nombre de modalités en la matière. Il faut qu'il y ait un débat, je pense, il faut qu'il y ait un débat démocratique qui se tienne sur les modalités de financement des dépenses publiques dont on a besoin. Je vous vois faire un petit peu les gros yeux. Moi, j'ai personnellement un travail sur ces questions-là. Et si on a un second tour de table... Oui, vous nous expliquerez ce financement alternatif de manière un petit peu plus précise. Nicolas Nemes, vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Peut-être avant de vous faire réagir à ces solutions de financement alternatives, peut-être vous pouvez déjà nous dire comment l'endettement privé vient en renfort de la dette publique pour financer l'économie. Merci Marie, et bonsoir à tous. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous. Et je vais... vous l'avez dit, je préside BPCE, mais je vais plutôt m'exprimer au nom de la FBF, que je vais avoir le bonheur de présider à compter de cette semaine. Alors effectivement, je vais représenter le secteur bancaire, qui est extrêmement directement concerné par l'endettement public, concerné parce que les banques commerciales résidentes financent à peu près 15% de l'endettement public, à la fois directement à travers les assureurs que nous détenons, et puis par ailleurs, les banques accompagnent l'État dans sa politique d'émission. Mais j'aimerais un peu élargir la focale. Élargir la focale, c'est également parler d'endettement privé. Pourquoi parler d'endettement privé? Fondamentalement pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut toujours avoir quelques repères chiffrés. L'endettement privé, c'est 145% du PIB. L'endettement public, c'est 112% du PIB. Donc il est important de réfléchir à la soutenabilité de l'endettement privé. Et puis, l'endettement privé, c'est votre endettement, c'est la dette des entrepreneurs de France, et puis des ménages. Donc je vais changer la focale et parler d'endettement privé. Mais je vais également un peu modifier la focale parce que, moi honnêtement, le titre de notre table ronde me faisait réagir, mais je pense que c'est fait exprès. Qui paie ses dettes s'appauvrira. Ça veut dire deux choses. Première option, on contracte des dettes et on ne les paye pas. Bon courage pour se refinancer après. Deuxième option, on ne contracte plus de dettes. C'est la fin de l'emprunt, en quelque sorte. Moi, j'aimerais proposer une vision plus positive de la dette. De la dette utile dès lors qu'elle est responsable. Pourquoi je dis ça? Je sais que ça peut un peu provoquer. Mais imaginons un monde sans dette. Pour les acteurs privés, publics, mais là, je vais parler des acteurs privés. Imaginons un monde sans dette. Comment, je vais parler des ménages, c'est moins le sujet du jour, mais comment des ménages feraient-ils pour acquérir une maison, un appartement sans dette? C'est impossible. Ce serait un monde de rentiers. Imaginons un monde sans dette. Comment des entreprises, vous, feraient-elles pour se développer sans dette? Ce serait impossible. Ce serait limité à l'accumulation du résultat des premières années. Ce serait impossible. Donc il faut retrouver une notion de la dette utile. Et elle est utile lorsqu'elle est responsable. Et c'est ça que j'aimerais un tout petit peu discuter, c'est finalement, c'est quoi une dette responsable? Alors c'est vrai que la dette des acteurs privés a sensiblement augmenté ces dernières années. Je disais à peu près 145% du PIB, c'est 65% pour les ménages, 80% d'endettement du PIB pour les entreprises, les entrepreneurs. C'était 20 points de moins il y a 10 ans. Et c'est sensiblement supérieur à la zone euro. Sensiblement supérieur. Pour autant, ça reste inférieur à l'endettement des acteurs privés au Japon, inférieur à l'endettement des acteurs privés aux États-Unis. Donc premier point, l'endettement privé, il est élevé, il a cru, mais ce n'est pas non plus le plus important des économies occidentales, libérales. Premier point. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que notre dette est soutenable? Là, il faut regarder des deux côtés, des acteurs privés et puis des banques. Les acteurs privés, les ménages,
les ménages sont endettés à taux fixe. C'est quand même la grande vertu du financement de l'économie française, c'est d'être majoritairement à taux fixe et quasiment exclusivement à taux fixe pour les ménages. Donc le sujet de soutenabilité pour les ménages se pose peu. Du côté des entreprises, elles sont également en partie à taux fixe, les plus petites d'entre elles. Les plus grandes sont à taux variable, les plus petites sont davantage à taux fixe. Et là aussi, c'est la vertu du secteur bancaire français qui immunise les clients de la hausse des taux. Donc on a des entreprises résilientes, et on le voit bien d'ailleurs. Je vais prendre le PGE, qui est souvent un sujet discuté. 145 milliards de PGE. 145 milliards, aujourd'hui 50% de remboursés, exactement conformément au plan de remboursement. Pour les PME, les ETI. Pour les plus grandes entreprises, elles sont les plus vite, c'est 80% de remboursement. On a moins de 2% de défauts, et on a ouvert une procédure pour les cas les plus complexes, et on a quelques centaines de dossiers de mener. Mais fondamentalement, on voit une résilience, une soutenabilité de l'endettement privé. Du côté des banques, regardons cela. Les banques gèrent le risque de taux, puisqu'elles gèrent ce système de prêt à taux fixe, donc elles prennent le risque de taux. Et ce qu'on voit, c'est que les banques françaises sont extrêmement solides dans la gestion de cet endettement privé. Moi, j'aime bien rappeler que depuis quelques mois, depuis le début de l'année, on a eu un peu de turbulence financière bancaire. On a eu des défauts de dette américaine, de banques américaines, on a eu des défauts de banques suisses, pas un défaut, heureusement, mais pas un défaut de banques françaises et de banques européennes. On a des banques françaises qui sont extrêmement solides. Troisième enjeu de soutenabilité, c'est l'utilité de la dette. C'est-à-dire que avoir une dette utile, c'est avoir une dette qui correspond à des besoins et dont les caractéristiques correspondent aux besoins de la dette. Il y a la dette du quotidien. Il y a le financement du BFR, il y a toute une série d'outils pour financer cela. Ce qui est important, c'est que cet endettement corresponde aux besoins du quotidien. On ne va pas financer des besoins courts par de l'endettement long. Il y a le financement du quotidien, et les banques françaises sont là au quotidien. Il y a le financement de l'urgence, de la crise. C'est le PGE, je l'ai dit, les 145 milliards de PGE. On a été là globalement en une semaine. Et puis, il y a, et j'aimerais conclure par ça, le financement des grandes transformations. Et c'était absolument essentiel. Et aujourd'hui, on veut résolument orienter nos financements vers ces grandes transformations. Transformations environnementales, transformations sociétales, transformations technologiques. Pierre l'a dit, il y a 34 milliards par an de financement public nécessaire. C'est à peu près le même montant pour le privé. On sera là pour accompagner cela. Donc fondamentalement, quitte à provoquer un peu, la dette, c'est pas un gros mot. C'est pas un banquier qui va dire ça. La dette n'est pas un gros mot. Pour autant qu'elle est utile et qu'elle soit responsable. Donc la dette n'est pas un gros mot, on l'entend bien. Je poursuis sur un sujet qu'on a commencé à évoquer dans le début de notre conversation, sur le sujet de l'endettement. Il y a évidemment la question de la qualité de la dépense. Aurore Laluc, vous vous interrogez, vous allez l'expliquer à l'auditoire ici présent, sur l'efficacité de certaines aides aux entreprises qui, selon vous, n'est pas le meilleur moyen de dépenser l'argent public. Expliquez-nous ça. On met un peu de débat. Mettons un peu de débat. Cet après-midi. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. Je crois que le débat sur la dette est un débat éminemment important. Il est éminemment important, il est malheureusement souvent instrumentalisé. D'un côté, il y a ceux qui vont nous faire peur. De l'autre côté, ceux qui vont nous dire il n'y a aucun problème avec la dette. Je pense que je suis sur une situation intermédiaire qui est que la dette, c'est un moyen, la politique budgétaire d'ailleurs, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un moyen qui doit répondre, comme il a été dit, à des objectifs précis. Et c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de deniers publics. Et ce n'est pas donc un enjeu uniquement économique, social. C'est un sujet éminemment démocratique à mon sens, et on l'oublie, je trouve, un peu trop. Donc si on regarde maintenant la situation de manière un peu rationnelle, quelle est-elle ? On a une augmentation des taux d'intérêt. Isabelle Coupé-Soubeyran à mes côtés et moi, on l'avait alerté sur ce sujet, on s'était fait copieusement insulter sur notre gauche et sur notre droite. Mais depuis, j'ai fait de la réglementation des cryptos, donc ces insultes me paraissent bien ridicules par rapport à celles que j'ai subies après. Augmentation des taux qui se tasse au niveau européen, on en paye néanmoins les conséquences. Néanmoins, côté américain, on est en train de dire qu'après tout, on peut tenir une augmentation des taux. Je ne suis pas sûre que le secteur bancaire, côté USA, est capable de tenir avec les moins-values latentes cette augmentation des taux, ce qui aura un impact chez nous si jamais il y a un problème là-bas. Du côté des ménages, ça a été parfaitement expliqué.
ça tient globalement en termes de stabilité grâce au taux fixe. Néanmoins, on a une demande qui se contracte et ça a un impact effectivement sur l'État, sur les rentrées fiscales. Ça a un impact aussi, l'augmentation des taux, sur la capacité d'endettement de l'État, on l'a dit. Une possibilité de flirter avec des taux d'intérêt réels positifs, ce qui serait quand même quelque chose de nouveau. Et puis, l'impact, il est sur le monde de l'entreprise, à mon avis. Donc, d'un côté, on va avoir des entreprises qui ont beaucoup joué avec le levier, qui vont se retrouver dans une situation potentiellement difficile. De l'autre côté, des PME, des TPE qui paient au prix fort le roulement de la dette. Donc ça, c'est le contexte macro qui peut créer un contexte d'instabilité financière et bancaire, parce que certes, on peut se dire que le nombre de faillites revient finalement à la normale d'avant période Covid, n'empêche que ça crée de l'instabilité, quoi qu'il en soit. Ensuite, le contexte géopolitique, il est qu'on est en guerre. On est en guerre. Et des gens sont en train de se battre pour notre liberté, disons-le clairement. Et les blocs se sont reformés. C'est pas ils sont en train de se reformer, ils sont reformés. Et j'ai entendu ce matin le ministre dire on ne va pas se laisser entraîner par les Américains et on va continuer à parler avec la Chine, etc. Ne faisons pas la même erreur avec la Chine que nous avons fait avec la Russie, s'il vous plaît. Soyons réalistes sur ces sujets-là. Donc oui, évidemment, il ne s'agit pas de traiter la Chine n'importe comment. Néanmoins, attention. Et avoir une position ferme vis-à-vis de la Chine, ce n'est pas se mettre dans la roue des Américains, c'est faire montre de souveraineté et d'autonomie stratégique au niveau européen. Ça, c'est la réalité. L'autre, c'est la transition écologique, avec 60% des investissements à faire, qui n'auront pas de retour sur investissement à court terme. Ça veut dire qu'il nous faut une capacité budgétaire extrêmement importante. Et la réponse à ma question, parce que votre réponse va intéresser les chefs d'entreprise ici présents. Vous rebouclez. Je faisais mon analyse et j'y viens. Et ça veut dire qu'on n'est plus dans le même monde qu'avant. Ouais. Et le moment où on était capable de faire une politique de l'offre, où finalement on a osé copieusement sans faire des conditionnalités, à mon avis, ce n'est plus possible. Il va falloir jouer sur le levier fiscal. Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités si on veut avoir une Europe de la défense, ce qui est mon bouffet le plus cher, une Europe avec une bonne capacité industrielle, si on veut être aussi en capacité de faire l'IRA américain, l'équivalent. J'ai entendu ce matin le ministre de l'économie qui disait on est capable de faire pareil. Non, on n'est pas capable de faire pareil pour l'instant au niveau européen. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de budget européen. Et qu'un budget européen, ce serait nécessaire pour avoir des politiques ambitieuses. Et moi, je serais toujours là pour défendre l'équivalent d'un IRA européen. Mais il va nous falloir des capacités budgétaires pour pouvoir le faire. Et utiliser la dépense publique de manière différente, avec des aides qui seront beaucoup plus fléchées, conditionnées. Revenir évidemment sur les aides aux fossiles, 7 trillions d'après le FMI en 2022, et puis revoir aussi la question de la fiscalité. Et pour ça, on a besoin d'avoir des partenaires sociaux qui jouent le jeu aussi. Et vous considérez que la politique de l'offre n'a pas permis la réindustrialisation ou ne permet pas la réindustrialisation aujourd'hui ? On a été capable de produire des vaccins correctement en Europe, on est capable de produire aujourd'hui des médicaments correctement en Europe, on est capable de produire des masques en Europe. Je pense qu'il nous faut une politique industrielle très forte, parce qu'on arrive dans un moment de très très grande tension géopolitique. Il faut en avoir vraiment conscience. Je trouve que cette politique, d'après toutes les études qui ont été menées, d'ailleurs, même l'OCDE le dit, n'a malheureusement pas porté ses fruits. Si elle avait porté ses fruits, moi j'ai aucun problème avec ça. Fine. Malheureusement, je ne le pense pas. Donc il va falloir, à mon avis, revoir notre copie et on espère que les partenaires sociaux joueront le jeu. Alors la sélectivité dans la dépense, on a bien compris. Eric Ciotti, comment on fait pour dépenser moins aujourd'hui alors qu'on doit investir plus ? C'est naturellement un enjeu essentiel pour notre pays. Le constat, il a été dressé. Certains l'ont nuancé. Moi, je considère qu'on est aujourd'hui dans une situation d'urgence absolue au plan économique. Tous nos paramètres se dégradent, tous nos paramètres macroéconomiques. Débat sur la dette, 5e pays d'Europe en matière d'endettement, 1er pays d'Europe et quasiment de l'OCDE en matière de dépenses publiques, 1er pays d'Europe en matière de prélèvements obligatoires et quasiment, nous sommes les champions du monde chaque année des prélèvements obligatoires. Tout cela n'est pas neutre, tout cela pose une question de soutenabilité et tout ça nous fait rentrer dans une zone de très grand danger.
ces paramètres, ils sont liés. Nous dépensons trop d'argent public et nous dépensons un mauvais argent public mal affecté. Cette dépense excessive depuis trop d'années, et quels que soient les gouvernements, a conduit à un endettement qui atteint aujourd'hui ce niveau, qui pour moi est un niveau dangereux, et a conduit, ce qui est encore plus grave, à un niveau de prélèvement obligatoire qui, d'une part, nuit à la compétitivité des entreprises, a été source de désindustrialisation, a pénalisé notre emploi, a créé des traumatismes, des jachères sur nos territoires et des conséquences sociales dramatiques. Et deuxième conséquence de ces prélèvements obligatoires, la première, elle est sur les entreprises, sur chacune et chacun d'entre vous, qui êtes les acteurs essentiels de l'économie. Ce n'est pas l'État, ce sont les entrepreneurs, les entreprises qui créent de la richesse, qui créent des emplois. Et deuxième conséquence de ces prélèvements, ils pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages qui aujourd'hui subit les difficultés que l'on connaît. Comment on agit? D'abord, je veux dire qu'on a trop de dépenses publiques et on a une mauvaise dépense publique. Si on regarde avec les autres pays d'Europe, on voit, et c'est assez peu connu, que sur l'administration générale, on a des dépenses publiques qui ne sont pas plus élevées que la moyenne de l'Union européenne. Donc sur l'État qui administre, on a le sentiment que c'est là qu'il faut faire porter des efforts. Bien sûr, il y a des agences, des autorités indépendantes, des bidules qui s'additionnent, des machins, comme aurait dit le général de Gaulle, qui ne servent à rien, qui font doublon. Mais l'écart, où est-il? Il est, ça a été dit tout à l'heure, sur la différence sur le modèle social. C'est là où on a un écart de plus de 7 points de PIB, et c'est à mon avis là qu'il faut faire porter les efforts. Parce que ces dépenses sociales, ce modèle social, il pèse sur le travail. Et l'assiette de prélèvement pour financer ce modèle social, qui finance souvent une forme d'oisiveté et qui récompense une forme de non-travail, il pèse sur les entreprises. Donc c'est là qu'il faut faire porter la priorité de l'effort. Simplement 2 chiffres. Dans les années 60, quand je suis né, les dépenses sociales représentaient 13% du PIB. Et les dépenses régaliennes, ce pourquoi l'État est fait, ce pourquoi on ne peut pas le réduire, c'est-à-dire la diplomatie, la défense, la sécurité, la justice, c'était 6,5% du PIB. Aujourd'hui, les dépenses régaliennes, ces mêmes dépenses, sont tombées à peine 3% du PIB et les dépenses sociales sont à 33%. Donc ça veut dire que plus on dépense, moins les missions pour lesquelles l'État est fait, c'est-à-dire notamment protéger les Français, à l'extérieur et à l'intérieur, ne sont plus assumées. Donc il faut revoir ce modèle social. Il faut revoir l'assiette des prélèvements. Il faut sans doute indemniser de façon plus faible et moins longue. Ça a été fait, je le reconnais, par le gouvernement actuel, l'impulsion est bonne, mais il faut aller plus loin sur les périodes de chômage. Il faut faire en sorte qu'il y ait un plafonnement de la somme des allocations, qui aujourd'hui, quelque part, et souvent, et trop souvent, paye plus que le travail. L'écart entre le travail et le non-travail financé par ce modèle social a introduit aujourd'hui une forme de pénalisation pour le travail. Et donc, on en est à ces prélèvements obligatoires trop lourds, très lourds, qui financent ce modèle. Et je veux le dire parce que je sais que vous avez eu avec la Première ministre et le ministre de l'Économie ce matin et hier ce débat sur la CVAE, qui est un débat ahurissant, je le dis en tant que responsable politique. On a voté l'année dernière dans la loi de finances la suppression totale de la CVAE sur 2023-2024. On revient aujourd'hui. C'est la remise en cause de la parole publique. C'est l'instabilité fiscale permanente pour les entreprises. C'est avec ces messages qu'il faut rompre. Et moi, je le dis, en même temps que nous devons baisser les dépenses publiques, et ce n'est pas une hiérarchie ou une chronologie qu'il faut installer, il faut simultanément, et j'insiste sur ce mot, baisser les prélèvements obligatoires. Le niveau des prélèvements obligatoires est un poison pour notre économie et il faut aller vers un modèle de liberté, j'ose le tabou absolu, de libéralisme économique. Et en tout cas, moi, je veux porter à la tête de ma famille politique
un projet qui prône, qui soutienne, qui défende, qui promeuve cette liberté économique, parce que c'est la seule condition d'une croissance durable au service des territoires, de l'emploi et de la création de richesses. Pierre Moscovici, c'est un poison, ce niveau de prélèvement obligatoire? Puisque je suis devant vous, je vais jouer un peu les anciens combattants, parce qu'il y a 10 ans, presque jour pour jour, le 20 août 2013, j'étais sur une radio, je crois France Inter, et j'avais prononcé une phrase qui n'avait pas plu à tous mes amis politiques, qui était que je comprenais le ras-le-bol fiscal que ressentaient les Français. Quelques jours après, je suis venu devant le MEDEF, c'était à l'époque à l'office Jean Josas, pour proposer un pacte productif et une stratégie de l'offre. Parce que je pensais que c'était nécessaire dans une période où nous avions une croissance extrêmement faible et des difficultés dans l'appareil productif déjà extrêmement sérieuses. Ça fait 10 ans et en réalité, j'ai pas changé d'avis. Quand je regarde le niveau des prélèvements obligatoires, en effet, et je me place plus d'un point de vue politique, 45,4% de prélèvements obligatoires, l'idée qu'on pourrait augmenter le niveau des prélèvements obligatoires ne me paraît pas sérieuse. Je crois que le consentement à l'impôt touche un certain nombre de limites. Je vois Jacques Cressel qui est là, nous avons travaillé là-dessus au sein du Conseil des prélèvements obligatoires. Non, on ne peut pas, il ne faut pas augmenter le niveau des prélèvements obligatoires. Alors après, il y a la question de la baisse des impôts et des prélèvements obligatoires. Ben écoutez, moi je suis finalement pour une forme de stabilité. Je crois que c'est aussi compliqué de baisser fortement le niveau des prélèvements obligatoires sans croissance. Autrement dit, de baisser bien davantage les impôts. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il faille utiliser la fiscalité. Elle peut être utilisée pour allouer des ressources, pour redistribuer. Elle a des finalités politiques extrêmement fortes. Il ne s'agit pas de la mettre en cause. Mais disons que dans la période qui est la nôtre, et là je me place du point de vue du président de la Cour des comptes et président du Haut Conseil des finances publiques, quand vous avez des déficits à 4,9, 4,7, 4,4%, quand vous avez une croissance qui est à 1%, moi je veux bien qu'on fasse des chimères, mais nous ne sommes pas à la veille de 30 glorieuses. La période est difficile pour des raisons géopolitiques et géoéconomiques et aussi il y a notre démographie. Dans ce contexte-là, vous avez deux leviers principaux. Il y a la baisse des dépenses et je plaide pour une baisse de la dépense publique ou pour des économies de dépenses publiques très fortes. Mais vous qui avez été ministre des Finances, vous savez à quel point c'est difficile. C'est difficile, mais c'est indispensable aujourd'hui. Et il faut aller toucher dans le dur, c'est-à-dire la qualité de la dépense publique et les politiques publiques. Je suis favorable à des revues de dépenses publiques énergiques. Et puis, on arrive au prélèvement obligatoire. Et de ce point de vue, la baisse des impôts. J'avais utilisé au Conseil national de la refondation il y a un an une formule que je peux utiliser ici. C'est pas à moi de dire quels impôts il faut baisser et à quel rythme. Ça, c'est le politique qui doit le faire. Le ministre était là ce matin. Il a fait des déclarations, je n'ai pas à les juger. En revanche, ce que je peux dire, c'est que si on baisse les impôts, et c'est une option possible, il faut à ce moment-là soit augmenter d'autres impôts à due concurrence, soit faire des économies supplémentaires. Il ne me paraît pas raisonnable d'avoir, dans la situation de nos finances publiques, des baisses d'impôts sèches. Donc voilà mon raisonnement. Ras-le-bol fiscal, il est toujours là. Augmentation des prélèvements obligatoires, totalement déraisonnable. Baisse des impôts, pourquoi pas, mais conditionné à la stabilité des recettes et à un taux de prélèvement qui, lui aussi, soit maintenu. Et donc, faisons-le, pourquoi pas, mais faisons-le avec un rythme et dans des conditions qui permettent la soutenabilité des aides. Je vais terminer là-dessus, parce que je ne vais pas réintervenir. Vous disiez, Aurore Lalucq, que vous étiez dans une position intermédiaire. Moi aussi, au fond, nous n'avons pas de problème de soutenabilité de la dette française. Nous avons plutôt une bonne signature. Je ne fais pas partie de ceux qui jouent les Cassandres en la matière. En revanche, je pense que ce qui est très mauvais, ce qui est préoccupant, ce qui appelle une réponse très forte, c'est la pente. La pente est mauvaise. Notre dette publique s'est accrue plus vite et plus fort que celle des autres. Elle se réduit plus lentement et moins que celle des autres. Et comme vous dites, à un moment, ça va finir par se voir. Ça va donner des élongations. C'est pas bon. Et c'est la raison pour laquelle, oui, je milite vraiment maintenant pour une stratégie de finances publiques exposée, publique, lisible et cohérente dans le temps, à la fois sur le volet dépenses et sur le volet recettes.
Gisèle Coupé-Soubeyran et Aurore Lalux, post-Covid, vous avez toutes les deux défendu une position qui ne vous a pas fait que des amis, qui était l'annulation d'une partie des dettes détenues par les banques centrales, justement pour se donner les moyens financiers et les marges de manœuvre budgétaires pour investir. C'est une proposition qui n'est plus tenable aujourd'hui compte tenu du contexte actuel. Je vous pose la question à toutes les deux, parce que vous avez défendu cette position toutes les deux. Il y avait une fenêtre d'opportunité quand on l'a proposé ensemble, effectivement, en 2021. La proposition, c'était annulons les dettes, les titres de dette publique détenus par l'Eurosystème, accumulés dans le cadre de la politique de gestion de crise, et conditionnons cette annulation à des investissements dans la transition écologique. Parce que c'était ça la question. D'accord ? C'est comment on finance en fait la transition écologique. Donc on faisait cette proposition à un moment donné où les taux étaient extrêmement bas, voire négatifs pour les États de la zone euro et très proches les uns des autres. La situation a changé. Les taux remontent, il y a des écarts de taux. Je pense que le moment n'est plus aussi opportun, mais la question est toujours là. C'est comment on finance la transition écologique. Et avec ce que j'ai entendu, eh bien, je ne vois pas, en fait, comment est-ce qu'on finance la transition écologique. Tout à fait d'accord pour dire que la dette, ce n'est pas un gros mot, d'accord, et que c'est un instrument de financement, et je comprends bien l'intérêt des banquiers pour la dette. Mais avec la dette, qu'est-ce qu'on finance ? Avec la dette, on finance nécessairement des choses qui ont un retour financier, des dépenses qui amènent des investissements, des dépenses qui débouchent sur un retour financier, et avec les retours qui permet de rembourser la dette et qui permet de rembourser l'intérêt. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites, Nicolas Namias, le financement des transitions pour les banques, qui a un moindre retour sur investissement, comme vous le dites, c'est plus compliqué ? Alors, je vais répondre à votre question. Une remarque simplement sur votre propos, Isabelle. La dette, ce n'est pas l'intérêt des banquiers. Je pense que la dette... Le crédit, c'est de la dette, on est d'accord. Oui, et je pense surtout que c'est ce qui crée l'endettement, enfin l'emprunt, c'est ce qui crée le mouvement dans une société. Encore une fois, j'ai pris mes exemples tout à l'heure sur un ménage. Ce n'est pas l'intérêt du banquier. Un ménage sans emprunt n'a pas accès à un logement, à part par l'héritage. Ce n'est pas la société que je veux. Une entreprise sans emprunt n'a pas accès au développement, à part par l'argent mis par les amis à son origine. Ce n'est pas la société que je veux. Mais je suis d'accord que ça crée un mouvement. La dette crée le progrès, dès lors qu'elle est, encore une fois, utile, c'est-à-dire qu'elle va vers des investissements utiles, et ça, le ménage ou l'entreprise le décide, et qu'elle est responsable, c'est-à-dire ça crée une injonction à croître. Ça crée une injonction à croître, la dette. Parce qu'effectivement, pour pouvoir rembourser la dette, il faut créer de la valeur marchande. Comme je dis que la dette, c'est le mouvement, vous me dites effectivement, la dette crée une injonction au mouvement. Bah là, on a une opposition entre un monde statique et un monde en mouvement. Moi, je suis pour le monde en mouvement, c'est comme ça. Et donc... pas n'importe quel mouvement. Une fois que j'ai dit ça, comme je suis pour ce monde en mouvement, bah oui, je suis pour cette transition. Et je pense que de plus en plus, on va distinguer, d'ailleurs dans le dialogue avec les clients, finalement, l'objet de leur dette, l'objet de leur financement, parce que je suis persuadé que l'investissement par les entreprises sur les grandes transitions, c'est le meilleur vecteur à la fois de croissance et de sens pour les entreprises. Et donc oui, le système bancaire français, et ça je peux vous le dire au nom de toutes les banques françaises, on veut être là pour financer ces transitions. Pour moi, elles sont simples, j'en cite toujours 3. Transition environnementale, et on est là. Aujourd'hui, il y a plus de 100 milliards dans nos bilans de financement vert pour prendre vraiment que la partie financement verte, mais on pourrait prendre une partie plus large. Les transitions, encore une fois, sociales, je pense que le rapport à l'âge, à la vieillesse, à la santé sont des sujets d'investissement. Et honnêtement, aujourd'hui, et vous le savez mieux que nous tous, quand vous, entrepreneurs, vous avez des projets sur ces transitions sociales, en général, vous avez des financements, et les transitions technologiques. Je pense que ces transitions, elles ont vraiment, c'est ce que je l'ai dit, ce sont les vecteurs de croissance pour les entreprises de demain. Donc vous aurez toujours le système bancaire avec vous. Simplement, oui,
effectivement, je le dis parce que je crois que c'est un vecteur de croissance. Donc, Comment vous financez ce qui ne rapporte pas? Comment vous financez ce qui ne rapporte pas? Je porte résolument une position qui est d'accompagner la croissance de mes clients. Ça, c'est la position que porte le secteur bancaire français. Mais c'est très bien. Mais comment vous financez ce qui ne rapporte pas? Vous n'êtes pas fait, les banques ne sont pas faites pour rembourser ce qui ne rapporte pas, les marchés financiers ne sont pas faits pour financer ce qui ne rapporte pas. Et la question, c'est celle-ci, c'est comment on finance la masse d'investissements nécessaires à la transition écologique qui n'auront pas de retour financier. Et il faut que cette transition, en plus, soit juste. Pardon, Monsieur Ciotti, mais si vous taillez dans les dépenses sociales, vous ne pouvez pas faire une transition écologique juste. Donc je ne vois pas comment on transforme, je ne vois pas comment on se projette dans le monde d'après avec ce que vous venez de nous expliquer. Aurore Lalucq, je vous voyais réagir pendant ce petit débat. Je pensais dans ma tête, j'espère que le secteur bancaire français soutiendra aussi l'autonomie stratégique européenne en soutenant le rapatriement du clearing sur notre continent. Et voilà, notamment certaines grandes banques françaises qui pourraient jouer un peu plus le jeu européen, me semble-t-il, sur ce sujet. Ça ne vous coûtera pas tant d'argent que ça. Je crois que les banques françaises sont assez impliquées dans la construction de l'Europe bancaire française. Vous savez que les banques françaises, par exemple, sont largement à l'origine de ce qu'on appelle l'EPI, qui est un système de paiement européen. C'est un système porté par les banques françaises. On a amené avec nous la plupart des banques européennes, et ça, ce sont les banques françaises qui l'ont porté. Je crois qu'on est extrêmement impliqués dans la construction d'une Europe bancaire. Alors, montrez-nous encore plus l'exemple avec le rapatriement du clearing, avec le rapatriement des chambres de compensation, qui sont aujourd'hui à Londres. Comme vous le savez, on a besoin qu'elles soient sur notre sol pour les superviser correctement, et puis développer une industrie du clearing. C'est pas inintéressant, je trouve, au niveau européen. Pour revenir sur la question de l'annulation de la dette, c'était effectivement une proposition à un moment T, qui est l'idée, c'était effectivement de faire de l'investissement. Depuis, il y a eu le plan de relance, et depuis, surtout, il y a un contexte inflationniste. On ne fait sûrement pas d'annulation de dette publique dans un contexte inflationniste. Pour revenir maintenant sur la question fiscale, je suis toujours étonnée de l'état du débat, parce qu'au niveau européen et au niveau de l'OCDE, on n'a pas du tout ces débats-là. On est beaucoup plus sur un moment où on est en train de se dire il va falloir accroître ou du moins changer la structuration de la fiscalité. Les gens bénéficient du marché unique européen. Ça se paye. Je suis désolée. Les entreprises, elles en bénéficient, ça se paye. Il va falloir à un moment qu'on pense à mettre en place un single market levy, toute petite taxe pour pouvoir financer le budget européen, ce qui fera du bien, à mon avis, à tout le monde. On discute également de la taxation des plus riches, on discute également de la taxation du capital. Tout ça, ce sont des discussions que nous avons au niveau de l'OCDE et au niveau européen. À un moment, on a été, je pense, beaucoup trop loin dans la déstructuration d'une certaine base fiscale. On arrive à un moment parfois d'injustice fiscale entre des très grandes entreprises, par exemple, et les PME. Là, il y a une sorte d'injustice fiscale. C'est pourquoi on a fait l'accord OCDE et qu'on a mis en place une directive au niveau européen de taxation minimale des multinationales de 15%. Il va falloir poursuivre cet effort. Encore une fois, le monde d'avant est fini. Le monde d'avant est fini. On arrive dans une nouvelle normalité. Il va falloir, à mon avis, un tout petit peu arrêter de tirer sur la corde et que tout le monde revienne à une certaine raison et à la table des négociations. Éric Ciotti, vous avez commencé à nous dire tout à l'heure aussi qu'il fallait remettre à plat le système fiscal. Vous avez parlé notamment de celui des entreprises. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu quelle serait, selon vous, cette remise à plat idéale pour le bon fonctionnement et l'efficacité de notre économie? C'est une vaste question, vous avez 3 minutes. D'abord, je veux dire que naturellement, je suis en totale opposition avec Aurore Lalucq. On s'en serait douté. Mais finalement, c'est assez sain. Elle est socialiste, je ne le suis pas. Et il y a une forme d'addiction à l'impôt que vous traduisez, aux taxes que vous réclamez, de nouvelles taxes européennes. C'est vrai que la Commission européenne est socialiste, c'est bien connu. Que naturellement, je conteste, d'où qu'elles viennent, parce que je crois qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de diminuer ces impôts. Il faut à la fois diminuer les impôts de production, je crois que c'est important, et vous les subissez très lourdement. Et puis, je crois qu'il faut aussi revoir nos prélèvements fiscaux, aller sur des prélèvements avec des taux beaucoup plus faibles et des assiettes beaucoup plus larges. Les impôts les plus utiles, les plus efficaces, ceux qui quelquefois rapportent le plus tout en étant le moins nuisibles à l'économie, sont ceux qui ont ces assiettes les plus larges et ces taux les plus faibles. Aujourd'hui, on a un impôt sur le revenu en France
notamment qui est totalement délirant, avec des montants quasiment confiscatoires, qui portent sur une toute petite partie des contribuables et qui nuit fortement à l'économie, avec des recettes de l'impôt sur le revenu, je prends ces deux chiffres, de 90 milliards d'euros, un peu plus, et des dépenses fiscales, des niches fiscales de 100 milliards d'euros. Donc on est dans une aberration où, compte tenu du fait d'un impôt trop élevé, on a ces niches fiscales qui coûtent aussi à l'économie. Donc il faut remettre à plat, il faut revoir ces impôts, il faut limiter ces taux. Je le dis aussi au risque de choquer, mais j'avais porté cette mesure lors de la campagne présidentielle, lors des primaires. Je suis contre cet impôt sur la mort, qui est l'impôt sur les successions, qui aujourd'hui empêche la fluidité du capital. Je crois que c'est important de le dire. On a des impôts sur le patrimoine qui sont trop élevés et nous sommes les seuls pays à porter ces impôts. Donc une assiette plus large, des taux plus faibles et des impôts plus justes. Merci beaucoup, Olivier Babot. Pour conclure, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites et en fait finalement j'ai envie de vous confier la lourde tâche d'en tirer les enseignements et d'en faire un condensé pour notre auditoire qui s'y retrouve un petit peu dans tout ce qui a été dit cet après-midi. Je ne sais pas si j'arriverai à réconcilier tous les points de vue. Alors vous n'y arriverez pas. À l'université, on finit souvent en disant mais finalement on est tous un peu d'accord. Là non, voilà. Donc c'est pas vrai. Je crois qu'on ne se lamentera jamais assez sur le fait que nous arrivons au début de l'épreuve exsangue, qu'on arrive fatigué, qu'on a chanté tout l'été et qu'on se trouve fort dépourvu maintenant que la bise est venue. Mais enfin maintenant, ça y est, on y est. Voilà. Donc on va pas refaire l'histoire. On est enfermé dans ce fameux triangle dont on a parlé. Il va falloir jouer sur les trois côtés. La dette, il faut qu'elle finance de l'investissement et plus du fonctionnement. Oui, elle va continuer, mais c'est vraiment de l'investissement intelligent. Les dépenses, il faut qu'elles soient de plus en plus efficaces. Et les impôts, n'oublions jamais que maximiser le taux n'est pas maximiser la recette. Si on veut maximiser la recette, on peut très souvent baisser le taux. On l'a vu avec le prélèvement forfaitaire unique. Baisser le taux sur les dividendes a augmenté les recettes. En fait, toute la question, c'est où dans la courbe de l'affaire nous sommes. Voilà, impôt par impôt, c'est une très bonne question à se poser. Ça veut dire qu'il ne faut pas rêver, les impôts ne vont pas baisser. Je crois que la Première ministre a dit que les impôts n'allaient pas augmenter, voire ils allaient baisser. Oui, mais les taxes, elles montent, vous avez bien noté, taxes d'habitation, taxes foncières, etc. Donc, il ne faut pas rêver. Les prélèvements vont rester à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être plus intelligents. D'ailleurs, très souvent, quand on montre l'exemple d'un pays qui est un pays en grande croissance, en grande prospérité, beaucoup de gens en France nous disent, et puis ils ne se rendent pas compte qu'ils se coupent l'herbe sous le pied, ils nous disent « Ah oui, mais ce sont des pays à très bas impôts. » Ah bon, bah à ce moment-là, faisons-le, si ça crée la prospérité. Bon, malheureusement, ce n'est pas si simple que ça, mais on peut arriver à trouver les bons moments. Alors je vais terminer en vous disant ce que je pense vraiment être le fin mot de ce qui va permettre notre survie. C'est tout à l'heure Bruno Le Maire qui disait « We have a nasty habit to survive ». Bon, on aimerait bien avoir cette habitude, mais il va falloir se réinventer. La soutenabilité de la dette française à terme dépendra de notre capacité à inscrire la France dans le 21e siècle. Ce 21e siècle, nous le savons, ça va être celui de l'hybridation en machine, intelligence artificielle, évidemment des transitions très difficiles. Et la bonne nouvelle que j'ai, c'est qu'on peut moins compter sur le gouvernement que sur les entreprises, parce que c'est avant tout vous qui allez faire ces transformations, donc bon courage. Voilà, voilà, ça c'était un message à votre destination. Alors, on termine sur effectivement des positions qui sont assez peu réconciliables, mais finalement on en tire quand même une conclusion, c'est que la situation, c'est vous qui commenciez comme ça, Olivier, elle n'est pas grave, mais quand même un peu. Et ce sera le mot de la fin de ce débat. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci à tous pour vos contributions. Et le débat continue.